Je m'appelle Édouard Beltrán. Depuis une vingtaine d'années, ma vie est consacrée à la négociation. Aujourd'hui, j'accompagne quelques milliers de professionnels qui négocient des négociations complexes dans le monde entier. L'objectif, c'est protéger nos intérêts. Et ça passe par une stratégie qui va basculer entre la compétition et la coopération. Alors, où est-ce que je trouve l'équilibre ? L'image de la place de l'Étoile à Paris, où pour la traversée en voiture, si on n'est que compétitive, on aura un accident. Si on n'est que coopérative, on va passer la journée. Il faut trouver l'équilibre entre accélérer quand je peux le faire, mais aussi céder quand c'est un gros camion qui arrive et qui ne va pas me laisser passer. Il y a des études aujourd'hui qui disent qu'on passe 80% de notre temps à négocier. On a à peu près entre 8 et 10 000 négociations chaque année. Personnelles, professionnelles, formelles, informelles. C'est-à-dire que chaque heure, en moyenne, on est en situation de négociation. On ne peut pas tout obtenir par nous-mêmes. On a besoin des autres. Avec notre famille, nos parents, nos Exactement. enfants. Tu as plein de problématiques de divorce qui sont liées au fait qu'il n'y ait pas eu la négociation. La peur à la négociation, ça me fascine parce que quand on n'a pas en négocié et le résultat, c'est qu'on ne négocie pas, le prix à payer, c'est qu'on se retrouve dans des situations complexes. J'ai une image que j'invite tes auditeurs à garder en tête, c'est que la négociation est comme un iceberg. La particularité d'un iceberg, c'est la partie visible en haut, donc 10%, 20%. Et si on va dans la partie cachée, dans la partie submergée de l'iceberg, on trouve ce qu'on appelle les... Ça, c'est très puissant, je pense. Tu peux peut-être rapidement présenter ce que tu fais aujourd'hui et surtout peut-être ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais aujourd'hui. Très bien, merci David d'avoir encore une fois de m'avoir invité. Je pense que la négociation est au cœur de nos vies professionnelles, personnelles, des entreprises, des organisations, des familles. Et donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'accompagne des entreprises, des décideurs, des professionnels à, d'une part, améliorer leurs compétences en négociation et d'autre part, à préparer des négociations concrètes à fort enjeu, complexes. Et donc, ce qui me passionne dans ce que je fais aujourd'hui, c'est cette sensation que si je peux contribuer à arriver plus à ce que tu disais, à ce win-win, c'est déjà beaucoup parce qu'effectivement, ça veut dire des relations plus saines, des relations de confiance, des relations de long terme, éviter le conflit. Et donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée à être capable d'arriver à ce type de situation dans lesquelles on préserve le lien et on obtient ce qu'on veut, ce qui est quand même l'enjeu en négociation. Justement, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, pourquoi la négociation selon toi c'est important et pour qui c'est important ? Il y a des études aujourd'hui qui disent qu'on passe 80% de notre temps à négocier d'une manière directe ou indirecte. C'est-à-dire que quand on est en train de prendre connaissance d'un dossier, d'un projet, d'un conflit, on est en train de quelque part de négocier, puis après il y aura la partie interaction avec l'autre partie. D'autres études qui disent qu'on a à peu près entre 8 et 10 000 négociations chaque année. Personnelles, professionnelles, formelles, informelles. C'est-à-dire que chaque heure, en moyenne, on est en situation de négociation. Ça ne veut pas dire négociation formelle avec une table et un négociateur, mais ça peut être par téléphone, par WhatsApp, par email, ou dans une conversation dans laquelle il y a un échange où il faut obtenir quelque chose. Alors pourquoi la négociation est si importante ? C'est parce qu'on ne peut pas tout obtenir par nous-mêmes. On a besoin des autres. Et donc la négociation, c'est un des outils, pas le seul, mais un des outils qui nous permet d'obtenir ce qu'on veut avec les autres. Avec notre famille, nos parents, nos Exactement. enfants. c'est là où, d'ailleurs, c'est là où on commence à négocier, c'est avec nos frères et sœurs, c'est avec nos parents, c'est à l'école, c'est avec nos cousins. Enfin, donc c'est en fait dans l'entourage familial, mais on a beaucoup de négociations, on parle beaucoup de négociations professionnelles, mais on a beaucoup de négociations privées et qui sont parfois si importantes que les professionnels, sans doute. Souvent, quand on entend parler de négociation, je vois qu'il y a beaucoup cette perception de je vais écraser l'autre, il n'y a que moi qui vais gagner, c'est un peu l'idée que les gens ils ont de la négociation. C'est quoi du coup pour toi la négociation ? Exactement, ça c'est une approche, si je veux dire, un peu old school, old fashion, un peu ancienne, ou peut-être par des films qu'on a vus dans les années 80, 90, même 2000, on voyait des négociateurs très agressifs, très violents. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les modèles plus successful, c'est des modèles coopératifs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a besoin des autres, encore une fois. Et donc, cette perspective de pouvoir préserver de bonnes relations de long terme, c'est fondamental en négociation. Et donc, ce qu'on voit, c'est que parfois, gagner aujourd'hui, ça peut vouloir dire perdre demain. Et en fait, ce qu'il faut, c'est gagner sur le long terme. Et donc, parfois, pour gagner sur le long terme, désolé pour cette analogie qui n'est pas très agréable, il faut perdre beaucoup de batailles pour gagner la guerre. Et donc, cette approche win-win qu'on a déjà évoqué, c'est ce qui nous permet de relativiser ce que je veux vraiment en négociation. Est-ce que c'est obtenir la protection de mes intérêts qui est sans doute une priorité, mais également la protection de mon lien avec l'autre. Et donc avoir en tête ces deux enjeux, c'est fondamental en négociation pour réussir ses projets, ses business et ses activités. Il y a la préparation et puis il y a le pendant. Comment on aborde une bonne négociation en fait ? Pendant la phase d'échange, il faut faire deux choses que parfois d'une manière intuitive on oublie en négociation et c'est fondamental, peu importe que ce soit un contrat millionnaire avec un client, un fournisseur ou un contrat dans la vie privée, dans la vie professionnelle, peut-être plus terre à terre. La première, c'est se poser la question de
pas simplement qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce qu'il veut l'autre, toujours se positionner chez l'autre. Et ça, c'est, je pense, c'est le point de départ. Si on comprend pas ce que l'autre partie attend de nous dans cette négociation, on aura du mal. Et deuxième partie, c'est être extrêmement factuel. Donc être extrêmement rationnel, concret, avec des chiffres, avec des données. Donc je dirais, c'est peut-être ces deux choses-là, c'est fondamental dans la négociation, c'est comprendre l'autre. Et donc ça passe par l'écoute, par l'observation, par la préparation, par l'analyse, mais également avoir cette capacité d'être factuel, d'être concret. Parce qu'on sait bien qu'en termes d'influence, et c'est un sujet que je sais que ça t'intéresse beaucoup, c'est très difficile d'influencer avec des émotions, c'est très difficile d'influencer avec des opinions. Par contre, quand on est extrêmement factuel, on peut y arriver très vite parce que c'est comme ça et il n'y a pas de débat. Et donc ça, je me parais, ces deux points, c'est fondamental en négociation. C'est super intéressant ce que tu dis. Donc, tu as d'un côté le côté factuel et de l'autre côté les opinions. C'est quoi la ligne? Parce que, par exemple, tu vois, dans un bouquin qui s'appelle Tell to Win, qui a été écrit par Peter Guber, qui était un des gérants de, je crois, Sony Pictures, enfin des grosses boîtes de prod, il s'est rendu compte typiquement que c'était pas seulement les éléments rationnels du type pourquoi ce type de sujet dans le film peut marcher, mais aussi la manière qu'il allait de mettre ses émotions dans son storytelling qui allait aussi vendre. Et donc je pense qu'il y a une subtilité que tu veux amener. Il y a des contextes où pour moi nos émotions peuvent vendre et des contextes où à l'inverse, nos émotions peuvent créer l'opposé. Potentiellement, j'arrive en colère, j'en sais rien. C'est quoi la nuance? C'est très intéressant ton point sur la vente et la négociation parce qu'en vente, je pense qu'on est en phase plutôt de séduction, c'est-à-dire qu'on veut proposer quelque chose à l'autre partie, donc on fait venir l'autre partie vers nous. En négociation, ce qu'on veut, c'est que on sait qu'on part de deux points séparés entre nous deux, entre les deux négociateurs. Ce qu'on veut, c'est trouver un point commun. Donc on veut atterrir quelque part où on est ensemble. Et ce point d'atterrissage doit être un point d'atterrissage qui puisse être de plusieurs points de vue, y compris aux yeux des tiers, de personnes, faire un deal qui est acceptable, qui est correct. Et donc, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, si c'est un accord qui est basé sur des critères objectifs, ce qu'on appelle les critères objectifs, des preuves, des justificatifs, ça a beaucoup plus de sens et on est beaucoup plus apte à le prendre. Ça, c'est super, c'était un exemple de quand les émotions posent un problème. Je prends un exemple de vente et c'est un roleplay, un exercice que j'aime beaucoup faire avec parfois les participants quand on est en mode formation. C'est la vente d'un château, d'un vignoble en Californie, en Napa Valley. Donc c'est un vignoble qui est très bien et il y a quelqu'un qui veut l'acheter. Et si tu dis à ton acheteur, mon vin est exceptionnel, c'est le meilleur du monde, bien sûr c'est normal, c'est ton vin à toi, donc il y a beaucoup d'émotions. Par contre, si tu as un article du New York Times qui dit ce vin est exceptionnel, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui le dit. C'est une preuve sociale. Ouais. Exactement. Et donc c'est ça qu'on va chercher en négociation pour influencer l'autre. C'est pas forcément cette partie purement émotionnelle, parce que là on peut être beaucoup plus fragile que si on a des éléments factuels. Oui, alors c'est intéressant parce que c'est des éléments factuels qui vont participer à générer une émotion pour le coup chez l'autre. Exactement. On va chercher à influencer l'autre par des faits et par une certaine rationalité, parce que par définition, la négociation est très émotionnelle. Et donc l'émotion n'est pas toujours le meilleur allié. Quand on est ému, on est fragile. Mais alors pour le coup, est-ce qu'on pourrait considérer que l'émotion de l'autre est à notre avantage ? Absolument. Pour peu qu'on puisse la comprendre, qu'on puisse l'identifier. J'en rappelle encore une société qui était en vente et donc le vendeur avait plusieurs acheteurs. Donc c'était quelqu'un qui prenait sa retraite, donc il avait monté la société il y a une quarantaine d'années. Moi j'étais du côté vendeur. Ce qu'ils n'ont pas compris les acheteurs, c'est le côté émotionnel du vendeur. Et donc, il y a un seul acheteur qui a dit « je vais garder la même équipe, le même lieu, le même nom oui. ». Les autres, ils n'ont pas prêté attention à ça. Et donc, le vendeur, il a accepté une offre qui était moins intéressante d'un point de vue financier, mais juste parce qu'il a senti que l'acheteur potentiel avait capté cette émotion. La mission, la culture de la boîte. Exactement. Et ce n'était pas simplement un calcul froid et financier, c'était dans ses valeurs, je veux préserver ce que j'ai bâti en 40 ans. Comment casser cette dynamique où l'autre, quelque part, se méfie, où l'autre se protège, puisque... C'est assez drôle parce que des questions qui peuvent sembler normales dans le quotidien, tu vas en voyage, tu discutes avec quelqu'un, peuvent d'un coup être perçues comme bizarres ou en tout cas je m'en méfie dans un contexte de négociation. Pourquoi il me pose cette question ? Comment tu fais pour arriver dans un contexte où il y a déjà une forme de tension, sans parler d'une grosse tension, mais il y a déjà un peu deux entrepreneurs qui ont les deux un peu leur ego. C'est quoi le conseil que tu donnerais à la personne qui veut négocier pour arriver à créer un climat où je vais pouvoir justement en savoir plus? L'origine de cette tension, c'est que parfois on oublie que les intérêts en négociation peuvent être différents, mais pas divergents. Et donc, en fait, on peut avoir ce qu'on veut, nous deux, sans être obligé de céder. Et ça passe parfois par, pour répondre à tes questions, par un exercice très simple, c'est partager l'info aussi.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout de suite solliciter l'autre, poser de questions, type comme si on était à la police pour poser de questions, Voilà. parce que ça peut être désagréable. Ça passe aussi pour expliquer quel est notre point de vue, pour partager quels sont nos intérêts, pour verbaliser. C'est important de verbaliser, c'est-à-dire d'expliquer l'autre que c'est pas lui ou moi, ça peut être les deux, de partager l'info, parce que parfois, ça nous arrive dans plein de choses dans la vie, hein, pas qu'en négociation, on assume que les autres, ils sont déjà au courant des choses ou ils sont déjà sensibles à certaines choses. C'est peut-être pas le cas. Il faut faire beaucoup en négociation, il faut faire beaucoup de choses. Ça peut être un gros mot, ça choque un peu parfois lorsque je fais une conférence à des participants, mais il faut éduquer l'autre en négociation. Il faut expliquer les choses parfois. Parce que l'autre n'a pas fait l'exercice que nous avons fait de préparation, d'anticipation, de voir la big picture et de dire, voilà, ça vaut la peine de faire ce deal parce que voilà ce qu'on peut obtenir sur le long terme. Et donc, il faut quelque part, le mot est un peu fort, mais il faut éduquer l'autre pour le sensibiliser et le pouvoir éventuellement, potentiellement, le faire venir vers nous. Parce que là, on veut aller, c'est sympa, quoi. Dans la vie, je pense en général, on n'est pas bon quand on est en tension. Enfin, on peut rien faire d'une manière correcte quand on n'est pas à l'aise. On est beaucoup plus performant quand on est à l'aise, quand on est bien. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des diplomates qui sont quand même d'excellents négociateurs. La première chose qu'ils font, l'ambassadeur de France, quand il est nommé pour partir, je sais pas, à Washington, la première chose qu'il va faire, c'est bâtir un réseau, c'est se présenter, c'est même sans objet de négociation particulière. Pourquoi ? Parce que le jour où il aura besoin... Il y a une relation qui est créée. Exactement. Et donc, c'est ce qu'on dit à négociation, c'est d'abord la relation, et puis après la négociation. C'est beaucoup plus simple. Négocier quelqu'un qu'on connaît, avec qui on connaît ses intérêts, ses sensibilités, ses émotions. Il y a un peu de, pourquoi pas, une certaine complicité. Et donc, d'abord la relation, et après la négociation. Moi, je vois, j'ai des contextes où j'ai vraiment envie de trouver un deal win-win, parce que c'est une personne qui compte pour moi. Et je vais avoir la peur, entre guillemets, soit de trop prendre, soit de trop donner, dans un cas où, pour le coup, à la base, il y a une relation. Je vois dans nos clients, on a plein de personnes qui, justement, quand il y a une relation, évitent la négociation en se disant « Ouh là là, j'ai pas envie d'aller là-dessus, je vais casser la relation. Comment j'arrive à trouver ce point d'accord win-win où tous les deux, finalement, on est vraiment gagnants? Plusieurs choses, peut-être d'abord, c'est pas parce qu'on se connaît, parce qu'on a déjà une relation préalable, qu'il n'y a pas de négociation. Donc effectivement, il faut être, si j'ose dire, assez formel, y compris dans des contextes où il y a une relation sympathique, déjà un passé agréable. Donc il ne faut pas oublier qu'on est un égo. Pourquoi je dis ça ? Parce que parfois on oublie. Parfois on est dans la communication, on est dans l'échange, et on oublie qu'on est en train de négocier. Donc il faut être formel là-dessus. Alors, une chose qu'on suggère en négociation, c'est d'éviter, surtout dans ce type de contexte où il y a déjà un lien préalable, c'est éviter ce qu'on appelle la négociation monovariable et aller vers des négociations multivariables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une négociation, on va éviter d'aborder un seul sujet. Je pense que là, on touche un peu ce qu'on va appeler la créativité. Donc, plus encore quand on connaît l'autre partie, il faut être dans cette phase de créativité où on ne va pas rester dans la négociation un peu basique, parce que c'est là où ça peut abîmer la relation. Parce que c'est là où c'est toi ou moi. Par contre, si on met plusieurs paramètres, ça peut être nous deux. J'adore ce que tu viens de dire et ça recoupe sur le fait que au final, si on débat sur un sujet, il va y avoir un gagnant, un perdant. Par contre, si on enrichit, c'est plus complexe, c'est plus nuancé. Tout l'art de la négociation, c'est être capable d'identifier ce qui va être cher pour l'autre, qui peut être pas cher pour moi. Et on peut céder sur des choses qui sont pas très importantes et on peut être plus fort sur des choses qui sont essentielles. Mais surtout avec la créativité, on retrouve parfois des exemples en entreprise, en politique ou ailleurs, hein, ou des choses qui ont vraiment pas beaucoup de valeur, ça peut être extrêmement cher pour quelqu'un d'autre. Tu vois, en termes de réputation, en termes d'image, en termes de réseau, en termes de visibilité, en termes de beaucoup de choses. Tu as une forme de matrice qui permet de réfléchir, parce que si quelqu'un nous écoute et n'est pas du tout formé ou à l'aise sur les sujets d'influence ou de négociation, entre guillemets, pour moi, il y a un côté plus facile, parce que dans le contexte de la psychologie et du coaching, je suis habitué à comprendre l'autre, ses besoins, ce qui est important. Est-ce que tu as une matrice qui peut aider à réfléchir ? J'ai une image que j'invite tes auditeurs à garder en tête, c'est que la négociation est comme un iceberg. La particularité d'un iceberg, c'est une partie visible en haut, donc 10%, 20%, une partie cachée, submergée, qui n'est pas visible. Et donc la partie visible, c'est ce qu'on appelle la négociation de la position. C'est la position du négociateur qui répond souvent à une question, quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux obtenir dans cette négociation ? Si on va dans la partie cachée, dans la partie submergée de l'iceberg, on trouve ce qu'on appelle les intérêts. Donc les intérêts, c'est quoi ? C'est les motivations, les peurs, les ambitions, les frustrations. Ça peut être court terme, long terme, professionnel, personnel. Et donc ce que je suggère, c'est toujours avant une négociation, c'est de se plonger dans l'iceberg, c'est-à-dire de visualiser l'iceberg. Pourquoi ? Parce que la partie visible est très facile, hein. Je veux ça, je veux ceci. Je prends un exemple, quelqu'un qui vend son appartement. Ou quelqu'un qui vend un objet XY. Qu'est-ce qu'il veut ? La position, c'est simple, je veux vendre. C'est tellement simple qu'on le sait même avant d'aller négocier, même avant d'aller rencontrer la personne. On vous dit déjà, mon objectif, c'est je veux vendre l'appartement. Par contre, pourquoi ?
Parce que là, ça peut tout changer. Est-ce que c'est parce que ça a été un héritage et on doit vendre au plus vite? Est-ce que c'est parce que j'ai un investissement derrière? Est-ce que c'est parce que je suis un professionnel d'investissement? Est-ce que c'est parce que j'ai d'autres motivations XY? Donc, être capable d'aller vers cette partie plus cachée de la négociation est fondamental. Ça existe aussi en business, bien sûr, dans la vie privée, dans la vie de couple, dans la vie avec nos amis. Il y a toujours une partie visible, une partie cachée. Donc, l'objectif négociateur, c'est par l'analyse, par l'observation, par la préparation, par le questionnement, trouver cette partie cachée de l'iceberg. Il y a des cas où j'ai la sensation qu'on pourrait être tenté de ne pas avoir une négociation. Prenons plein de situations de divorce. Tu as plein de problématiques de divorce, enfin le moment du divorce, qui sont liées au fait qu'il n'y ait pas eu la négociation au moment du deal, le contrat de mariage. Parce qu'il y a la relation, on ne veut pas en parler, on ne veut pas se poser. Derrière, il y a la tension à la fin. Pareil d'ailleurs avec des associés, où on fait 50-50 pour simplifier les choses. Et hier, j'avais un entrepreneur qui était à ta place et qui disait moi, jamais je referai 50-50. Bien sûr. 51-49 pour pouvoir avoir quelqu'un qui peut trancher. Et je me suis dit, quand il disait ça, qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter, qui vont l'entendre, mais qui vont se retrouver à créer leur boîte. Et bon, il est sympa, c'est mon associé, c'est une nouvelle aventure. Alors, je vais pas me prendre la tête pour 1%. Je peux avoir un peu une tentation à ne pas négocier parce qu'à court terme, je pense que c'est lié à un sujet qui me paraît fondamental à la négociation, c'est qu'on a peur de négocier. Pas tout le temps, mais on peut avoir peur de négocier pour la raison que tu as évoquée toi tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'il va penser si je propose tout de suite de négocier? Qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'il va être vexé? Est-ce qu'il va penser que j'ai pas de confiance en lui? Et alors, ce qui est très important en négociation, c'est pas le quoi, c'est le comment. C'est très évident, mais c'est pas ce que je vais dire, c'est comment je vais le dire. En gros, je peux dire merde à quelqu'un, mais tellement bien dit que ça va pas briser la relation. Et je peux dire oui à quelqu'un avec autant de mépris et de prétention que l'autre va dire il me prend pour un con. Donc, effectivement, ce qui me paraît fondamental en négociation, c'est cette notion peut-être d'être capable de bâtir cette relation long terme avec l'autre. Ça, c'est fondamental. Et ça passe par expliquer les choses, par être extrêmement factuel, comme on a dit tout à l'heure. Dans le respect aussi, bien sûr. Le respect est très, très important. Et donc, pas avoir peur de négocier. Moi, j'ai posé la question quand je suis en conférence d'information, qui aime négocier? C'est surprenant, les gens n'aiment pas négocier. Je ne sais pas si tu vois la différence dans d'autres pays, mais... Oui, absolument. Ça peut être un peu culturel. Et il y a encore d'autres pays où le conflit est très mal vécu, très mal vu, alors que effectivement, le conflit en soi n'est pas un problème. C'est la manière de gérer le conflit qui peut être un problème. Le conflit est génial, en fait. Le conflit, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord et que chacun a le droit de s'exprimer et on peut constater qu'on n'est pas d'accord. Mais la peur à la négociation, ça me fascine parce que on a tous peur de beaucoup de choses. Hein. La peur est très légitime. Mais quand on n'a pas en négocier et le résultat, c'est qu'on ne négocie pas, le prix à payer, c'est que, comme tu le dis, on se retrouve dans des situations complexes beaucoup plus tard, alors qu'on aurait pu anticiper, on aurait pu prévoir et ça aurait été beaucoup plus simple. Je vais vous faire une confidence. Tout le monde est capable de négocier, il suffit de le vouloir réellement et d'oser. Je m'appelle Édouard Beltrame. Je m'appelle Bernard Tellier. Depuis une vingtaine d'années, ma vie est consacrée à la négociation. J'ai été pendant 10 ans le négociateur du GIGN. La vie est faite de négociations. On négocie tout le temps. La négociation, ça se travaille. C'est comme le sport, hein. On ne peut pas faire un marathon du jour au lendemain. Le bon négociateur devient par la pratique et surtout par l'apprentissage. D'où l'importance de se former et se préparer pour nos négociations quotidiennes. Si tu en as assez de te faire manipuler, si tu en as assez de passer à côté de bonnes occasions, si tu as réellement envie de progresser, clique sur le lien pour avoir accès à plus d'informations sur ce programme qui peut changer ta vie et tes négociations. Et comment gérer cet aspect émotionnel associé à la négociation, ce côté, tu vois, je peux m'imaginer là, d'avoir des flashs de moi avec des gens que j'aime, hein, j'entends, hein, me voir déglutir, en fait, voir que déjà émotionnellement, j'étais pas à l'aise. Comment gérer cet aspect émotionnel et changer sa relation à la négociation? Bonne question, parce que ça nous arrive tous, dans le cadre pro ou privé, d'être stressé dans une situation de stress. Alors peut-être deux choses à faire. La première, ça paraît une évidence, mais se préparer, anticiper. Et la préparation n'est pas que mentale, c'est aussi physique, c'est aussi bien sûr technique. Et donc se préparer, ça veut dire bien dormir, bien manger, faire un peu de sport, éviter les gens très toxiques. Ça va nous aider à être dans une meilleure situation de négociation que si j'arrive à la négo, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé et j'ai passé 2 heures avec un type qui m'a agressé dans un autre meeting. Deuxième chose, c'est faire ce qu'on appelle en anglais go to the balcony. C'est une expression très ancienne déjà en management, c'est monter au balcon.
On utilise ça en négociation, en management et dans plusieurs disciplines. C'est quoi monter au balcon? C'est comme dans un théâtre ou comme dans une ruelle, on monte au balcon et on voit la perspective plus large. Pourquoi? Parce qu'en négociation, souvent, ce qu'on voit, c'est, comme maintenant nous deux, la personne qu'on a en face. Mais on ne voit pas la scène d'en haut. C'est contextualiser un peu et prendre un peu de perspective pour pas être pris, parce que je pense que le pire allié en négociation et dans la vie en général, c'est nous-mêmes, nos émotions, nos peurs. Je pense qu'on a des exemples tous, chacun, les derniers 2, 3, 4, 5 jours, où on a réagi d'une manière qu'on regrette, qu'on n'est pas trop fier de l'avoir fait. Mais juste parce qu'on était stressé, fatigué, on avait faim, on s'est précipité. Typiquement avec des emails, on reçoit un email qu'on n'aime pas et on peut tout de suite envoyer l'email qu'on va regretter. Donc c'est pour ça qu'on suggère monter au balcon pour avoir cette perspective et se dire attention, je réponds pas tout de suite. Ça rejoint le sujet que la négociation, c'est un apprentissage. On apprend avec l'échec, on apprend avec la réussite, on apprend des autres, on apprend avec les autres. Mais en tout cas, effectivement, quand on réussit une négociation, c'est pas les 10 minutes ou 3 heures ou 6 jours de négociation, c'est tout ce qui s'est passé avant, y compris, c'est un bel exemple dans la vie privée, dans la vie individuelle de chacun. Toutes les expériences que tu as eues. Toutes les expériences, exactement. Et surtout les négatifs, parce que les positifs, parfois, on n'apprend pas beaucoup quand ça se passe bien. On ne sait pas trop pourquoi ça se passe bien. Par contre, quand ça se passe pas bien, on a plus la capacité d'identifier où était la faille, où était l'erreur et pouvoir améliorer. Ce qu'il disait d'ailleurs Nelson Mandela avec une phrase très connue, en négociation, parfois je gagne, parfois j'apprends. Mais je perds jamais. Même quand je perds, j'apprends quelque chose de moi-même, des autres, du contexte, des interlocuteurs. Et ça, c'est très puissant, je pense. C'est quoi toi, ta perception, ta vision entre ce côté ferme et ce côté rond, entre le côté relation rondeur et à un moment donné, quelle est la place dans la négociation de la fermeté? Est-ce qu'à un moment donné, tu dis tiens, il y a une phase pour la relation, il y a une phase pour la fermeté dans la négociation? Ça, c'est un point d'équilibre extrêmement difficile à trouver en négo, mais qu'il faut le trouver en permanence, entre effectivement, comme tu le dis, être ferme, ce qu'on va appeler être compétitif, peut-être, être dans la fermeté de mes intérêts, et être plutôt dans la relation, ce qu'on appelle être accommodant. C'est-à-dire, on va s'accommoder à l'autre pour bâtir cette relation de long terme de confiance. Où se trouve le point d'équilibre? Ça dépend de chaque négociation, de chaque contexte. Et donc, effectivement, c'est en fonction du contexte, en fonction du profil de l'autre partie, en fonction de ce que je veux obtenir, je dois être entre cette fermeté d'être extrêmement compétitif ou cette souplesse d'être dans la relation avec l'autre. Où se trouve l'équilibre? C'est difficile. Il y a des situations dans lesquelles on doit être extrêmement compétitif. On ne négocie pas pour arriver à un accord. Ça, c'est très facile, arriver à un accord. Je donne tout de suite un conseil pour arriver à un accord en moins de 5 minutes. Ça va intéresser beaucoup. Tu dis oui à tout. Tu arrives et tu dis oui, je signe. Même pas 5 minutes, tu as obtenu un deal. Ce qui est difficile, c'est bien négocier, bien vendre. Alors, c'est quoi bien négocier? C'est protéger ses intérêts. D'ailleurs, on a tous des exemples où on a négocié sans arriver à un accord et c'est pas la fin du monde. L'objectif, c'est protéger nos intérêts. Et ça passe par une stratégie, on parle de stratégie là, qui va basculer entre la compétition et la coopération. Alors, où est-ce que je trouve l'équilibre? C'est à chacun de le trouver. Enfin, il y a un expert en négociation que j'aime beaucoup qui prend l'image de la place de l'Étoile à Paris, où pour la traversée en voiture, si on n'est que compétitif, on aura un accident. Si on n'est que coopératif, on va passer la journée parce qu'on va laisser passer tout le monde. Alors, pour passer la place de l'Étoile, il faut trouver l'équilibre entre accélérer quand je peux le faire, mais aussi céder quand c'est un gros camion qui arrive et qui ne va pas me laisser passer. Trouver cet équilibre entre la compétition et la coopération. Qu'est-ce que tu conseilles à des gens qui justement ont un côté tellement relation forte? Ils vont avoir ce côté coopératif fort et le côté justement compétitif, ils n'y sont pas à l'aise. Comment on apprend en fait à développer l'autre partie? On a tous une tendance naturelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens, comme tu le disais, qui sont par nature très compétitifs. C'est un peu la théorie de jeu. Tu sais, il y a des gens qui jouent pour gagner, des gens qui jouent pour pas perdre. Donc déjà, c'est deux manières de voir le monde. Donc il y a des gens qui par nature sont très compétitifs parce qu'ils sont là, je veux tout obtenir, je m'en fous un peu de la relation, je m'en fous un peu de l'image, de la réputation parce que je suis extrêmement compétitif et parfois sur des choses qui n'ont pas d'intérêt. Donc c'est ça la limite aussi. C'est parfois être extrêmement compétitif, ça peut se payer très très cher. Il y a des gens qui sont extrêmement coopératifs, donc qui sont basés sur la relation, le long terme, la sympathie, l'empathie. Et donc, ils oublient parfois même ses propres intérêts. Alors, comment passer d'un bloc à l'autre quand on est 100%, je dirais, pur profil compétitif ou coopératif? Je pense que c'est un apprentissage, comme beaucoup de choses dans la vie. Hein. Enfin, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais j'aime bien parfois les analogies un peu décalées. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise en jean, basket. Mais si je suis invité à un mariage très formel, bien sûr, je vais être capable de m'adapter. J'irai peut-être en costume, cravate, tu vois. Ou, alors, si je suis invité à un mariage à Ibiza, à la plage, j'irai peut-être habillé plus décontracté en blanc. Enfin, donc, cette capacité de connaître quelle est notre zone de confort, c'est bien, mais de s'adapter, c'est mieux aussi encore. Et donc, en négociation, c'est la même chose. Et donc, comment je peux faire? Je peux me connaître moi-même déjà, ça va être le point de départ, savoir où je suis. Donc, c'est déjà un bon point de départ. Deuxième, c'est de m'entraîner, de me former,
pratiquer, comprendre les conséquences de ce que j'ai fait. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est très agressif, très autoritaire, très compétitif. Ça peut marcher dans certains contextes, sans doute, mais ça ne peut pas marcher dans tous les contextes. Il peut avoir un impact, y compris extrêmement négatif, c'est brisé. Enfin, donc cette flexibilité est fondamentale en négociation. Je te rejoins complètement, il faut aussi être dur et solide, et notamment sur ce qu'on appelle sur les valeurs, par exemple. Moi, je peux être très flexible sur beaucoup de choses, mais pas sur mes valeurs. Tiens, hyper intéressant, ça c'est la question paradoxe. Quel mauvais conseil tu trouves qui est trop donné, un conseil qui est beaucoup partagé et toi t'es pas d'accord? Sans doute, c'est l'idée que la négociation est une guerre, une bataille. Souvent, dans les films, on l'a vu, on a parlé là-dessus il y a quelques minutes. Qui a gagné la négo? On va les plier, on va les avoir. Alors ça, c'est l'erreur max à commettre en négo. Cette idée, c'est un mauvais conseil parce qu'on n'est pas en négociation. Mais même, si je peux me permettre encore un sujet, gagner ou perdre, tu vois, il faut gagner, mais c'est quoi gagner? On nous dit qu'il faut gagner, mais on ne sait pas ce que c'est gagner. Je prends un exemple, on peut gagner le Tour de France, être numéro 2 à chaque étape. On peut se retrouver dans des situations que c'est quoi gagner, c'est quoi perdre, tu vois. Et ça, je pense que c'est parfois de mauvais conseils de dire il faut gagner ou il faut, tu vois. Je pense que parfois on est un peu décalé entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. On est beaucoup plus coopératif aujourd'hui. Donc tout conseil qui est plus dans la compétition, ça me paraît un peu décalé par rapport à ce qui est attendu par le marché et par les gens aujourd'hui. Une question peut-être plus perso, plus émotionnelle. Tu peux peut-être raconter une des négociations personnelles qui a été intense émotionnellement. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle tu es en négociation aujourd'hui. C'est peut-être un truc qui date de l'enfance ou de l'adolescence ou jeune adulte ou peu importe. Je vois que c'est une question que les auditeurs, les spectateurs, ils adorent parce qu'ils voient la partie humaine de la personne. Moi, je raconte beaucoup des trucs que j'ai foirés. Je suis parti aux États-Unis interviewer des gens qui m'inspiraient. J'ai raté mes interviews. On a oublié d'enregistrer certaines interviews, des critiques dans les commentaires qui ont été durs. Ouais, c'est quoi un moment de ton parcours qui a été vraiment violent, challengeant, peut-être t'étais à deux doigts d'abandonner, c'était stressant, peu importe. Encore une fois, je veux pas t'influencer dans une direction particulière, mais nous raconter ce que ça a été et surtout ce que t'en as ressorti, quoi. Qu'est-ce que t'as mis en place pour arriver à le transformer et que t'es passé c'est un des moments les plus challengeants pour moi. Et au final, ça s'est transformé en quelque chose de beau, avec peut-être du temps. Quand j'étais au collège à peu près, je pense, collège, lycée, j'étais à Barcelone, en fait, je suis originaire de Barcelone, et il y a eu une opportunité de partir quelques élèves aux États-Unis pendant 2-3 mois, même plus, peut-être 4-5 mois. Donc, un espèce d'échange, tu vois, sympa, plutôt à 15-16 ans, donc partir aux États-Unis, dans une famille américaine, pour être dans un lycée américain, et l'idée, c'était de refaire un peu un échange classique. Et j'ai pas été pris, ce qui m'a fait beaucoup de mal. Quand même, tu vois, un gamin de 14-15 ans qui imagine de partir aux États-Unis avec ses potes pendant 4-5 mois. Et j'ai pas été pris sous prétexte que mon anglais n'était pas bon. Chose que, vu avec la perspective, ça aurait été la première raison de partir. Enfin, ton anglais n'est pas bon, donc tu dois partir en priorité pour l'améliorer. Et je me rappelle, ça m'avait provoqué une blessure profonde, franchement. Perso, j'étais jeune, j'étais tout jeune, 14-15 ans. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je suis privé de cette opportunité ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas accepté? Pourquoi est-ce que tous mes potes sont partis? Tous mes potes, je suis le seul que je suis resté tout seul chez moi. C'était quoi le plus dur pour toi? Peut-être cette frustration de voir que quelque part quelqu'un d'autre décidait à ma place avec des mauvais critères. Ça, je pense que c'est le pire scénario dans la vie. Quand quelqu'un d'autre décide pour toi et en plus, pas avec les bons critères. Quelqu'un dit non, tu vas pas parce que tu parles pas bien anglais. Alors c'était un délire. Oui, t'as pas le droit d'aller à la salle de sport parce que t'es pas assez musclé. Exactement, c'est un peu le même. Et donc je pense que ça a été pour moi un moteur toute ma vie pour faire l'international, pour voyager, pour partir vivre aux États-Unis, pour profiter de l'aventure américaine comme je l'entendais à l'époque. Et je l'aurais fait plus tard. Je suis parti à 30 ans, tu vois. À 30 ans, je suis reparti aux États-Unis. Mais personne m'a dit oui ou non, c'est moi qui a décidé. Mais je pense que tout vient un peu de là, de cette frustration à 14-15 ans de dire tu peux pas faire ça. C'était de la colère, de la tristesse, c'était quoi? Oui, je pense que c'est une colère, mais cette colère existe chez nous tous, c'est-à-dire que c'est un moteur pour avancer. Mais pour moi, ça avait été quelque part un peu traumatisant. Enfin, c'est rien à voir avec d'autres drames beaucoup plus profonds. Mais pour moi, à 14-15 ans, le rêve de partir avec mes potes aux États-Unis pendant 4 mois et qu'on me dise non, ça bâtit quelques structures dans ma tête de dire voilà, désormais, je vais tout faire pour pouvoir bâtir mon avenir, mon destin moi-même, sans être un peu à l'attente de quelqu'un qui va dire oui ou non avec des critères que je ne veux pas partager. Derrière l'intérêt pour la négociation, il est évident quand on sait ça de toi. Parce que
avoir un non avec des critères que tu comprends pas, aujourd'hui, c'est ton métier que d'arriver à obtenir un oui sur des critères qu'on comprend. Exactement, voilà, c'est bonne analyse. Je l'avais pas vu tout de suite, mais effectivement, il peut y avoir un lien. Parce que là, il n'y a pas eu de négo. Tu vois, il n'a pas eu de négo, c'était non, on a pris cette décision et j'aurais pu négocier avec les armes que j'ai aujourd'hui, j'aurais expliqué ça, j'aurais dit, bah, attendez, si vous dites que je ne parle pas anglais, je vais être le premier à partir, pourquoi je suis le dernier à pas le faire? S'il y avait un jeune qui nous écoute, qui a 15 ans, il est dans la situation où on vient de lui annoncer que c'est pas bon pour son anglais, pour négocier, est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir des leviers à cet âge-là, dans une situation comme ça? Deux choses. La première, c'est essayer de comprendre au max ce qui s'est passé pour s'il peut changer quelque chose, éventuellement, pour s'il peut changer l'avis de ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'il peut négocier de manière factuelle, un peu comme ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire, vous me dites que je ne peux pas y aller parce que j'ai un niveau trop bas d'anglais. Oser exprimer, être dans la créativité, ça veut dire s'engager, par exemple, si on doit partir dans 6 mois, bah, je vais me mettre à fond sur l'anglais, je vais apprendre à fond. Et deuxième voie de travail, c'est un travail beaucoup plus sur soi, de se dire, de se donner les moyens pour que ça ne se reproduise plus dans l'avenir, c'est-à-dire se donner les moyens de se former, d'apprendre, d'être assez fort dans la vie pour éviter de se retrouver dans cette même situation de frustration, d'injustice quelque part. Mais première, pourquoi pas négocier avec la créativité, insister sur les intérêts. Votre intérêt, c'est de nous envoyer aux États-Unis pour nous former. Donc justement, si vous trouvez que je ne suis pas assez formé, je vais être le premier. Et en plus, je m'engage d'ici là à le faire, de me former par moi-même. Et deuxième, c'est d'apprendre quelque part, d'apprendre les conséquences et de dire qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois pour ne pas me retrouver piégé comme ça dans une situation pas très agréable. Et c'est vrai que si on prend des parcours d'excellence, il y a toujours des difficultés. Il n'y a pas de parcours d'excellence facile. Quand on prend des exemples, encore une fois, dans la musique, dans l'art, la politique, le sport, le business, il y a toujours des accidents de frustration, des moments où on a fait comprendre que c'était pas toi. Et ça va de Léo Messi, le joueur de foot qui était trop petit. Et donc ça peut être sans doute un moteur pour être, parce qu'il était déjà bon, mais il était petit, donc un moteur pour être meilleur, jusqu'à Bob Dylan qu'on lui avait dit avec cette voix, tu vas rien faire. Voilà. Ça va plus. donc tu vois, donc parfois je pense qu'il faut ces accidents pour nous bouger. Pour nous bouger et pour sortir cette énergie dont on a besoin pour réussir. C'est sûr, et c'est un super message de fin. En tout cas, Edouard, merci beaucoup. Moi déjà, j'ai appris beaucoup avec toi et je suis sûr que dans les personnes qui nous écoutent, c'était un bel apprentissage. Merci Edouard, c'était super. Merci David pour cet échange. Merci.